amis de Retour Gagnant, bienvenue dans votre rendez-vous tennis du mardi sur la chaîne YouTube d'Eurosport, sur HBO Max, vous en avez l'habitude maintenant. On est très heureux de vous retrouver, c'est la 50e aujourd'hui en plus de Retour Gagnant, pas mal, et en très bonne compagnie puisque j'ai la chance aujourd'hui d'être avec Camille Pin et Bertrand Millard en plein US Open. Vous avez la forme ? On est en pleine forme, c'est le début, mais on est en forme à la fin en on général en aussi. Malgré le lendemain d'anniversaire, ça va. Malgré le lendemain d'anniversaire. Et oui, bon anniversaire. C'est gentil. Ouais. J'ai un gâteau, mais pas d'alcool. On travaille. Ouais, c'est vrai. Vous vous êtes régalé hier avec Madison Keys. Oh oui. Pendant plus de 3 heures, 3h13. On n'était pas loin d'un record de faute direct, pas loin de 90. On a souffert avec elle. Madison. Ouais, on a souffert avec elle. On aurait aimé qu'elle passe le cap. Mais non, on est en forme, Anne. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Ça part sur des bonnes bases, cette US Open. On va aborder différents sujets aujourd'hui. Le clap de fin pour Caroline Garcia, qui a disputé lundi son dernier match donc à l'US Open. Et une question, quelle place pour la Française, pour son palmarès dans le tennis féminin. On va aborder aussi le nouveau pétage de plomb de Daniil Medvedev. C'était face à Benjamin Bonzi, lors de sa défaite face aux Français. Est-ce que tout est permis sur un court de tennis ? C'est un petit peu la question. Mais avant, il y a quand même le sujet numéro 1 de cette émission, c'est la coupe de cheveux d'Alcaraz, pour ou contre ? C'est le sujet qui fait parler, en tout cas, même à Flushing Meadows. Moi, je dirais de cheveux, je pense. Hein. Non, moi, je suis pour parce qu'il y a forcément un truc derrière, assez drôle, un pari perdu. C'est un ratage, apparemment. Un ratage de son frère. Un ratage de son frère. Qui, il aurait commencé et puis, il y a eu un petit raté. Du coup, ils ont dû tout raser parce qu'il y avait un gros trou, quelque chose. En tout cas, c'était pas... Même en rasant tout, c'est raté parce qu'il y a des endroits où c'est un peu moins bien fait. C'est très beau. Il a pris avec le sourire, parce qu'il est arrivé avec une casquette. On l'a vu dans Behind the Scene quand on vous propose justement l'arrivée des joueurs et il était mort de rire avec sa casquette. Il le prend bien quand même. Il a vu que ça faisait sera traumatisé. Hein. À New York, c'est bien, il fait chaud, donc il aura un peu de fraîcheur sur le crâne. Quand c'est une erreur familiale, on ne peut même pas râler. Ouais. Il n'a pas emmené avec lui son coiffeur attitré. Ça ne va pas tarder, les staffs, ils deviennent. Vous avez entendu Frances Tiafoe qui a été interviewé sur le oui, c'est génial. C'est fabuleux. Tiafoe dit que c'est horrible. Il dit c'est mon pote, mais c'est vraiment horrible. Je vais lui en parler directement, je vais lui donner quelques conseils. Oui, parce que moi, ça me va très bien, par contre, dit-il. Il dit en plus qu'il va chez le coiffeur une fois par semaine et tout ça pour terminer avec ça, c'est pas possible, etc. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a peut-être un pari quand même à la base, effectivement. Je pense quand même. Ou alors il a subi tout ça. En tout cas, espérons pour lui que ça repousse s'il vient à soulever le trophée dimanche. Il aura une coupe militaire pour le trophée. Parce que les photos vont rester, en tout cas, pour Carlos Alcaraz. Voilà, c'était le premier petit sujet, évidemment. Et on va démarrer donc avec ce clap de fin pour Caroline Garcia. On le savait, qu'elle avait annoncé que l'US Open serait son dernier tournoi. Ça s'est arrêté au premier tour face à Kamila Rakhimova, la Russe. On a les images là, de l'émotion de Caroline à la fin de cette rencontre. Il y a eu un petit hommage. Ça vous fait quoi, Camille, déjà de voir De me dire qu'on ne verra plus Caro jouer, en fait, avec son service à technique, c'est presque inconcevable, tant pour moi, elle est jeune et tant elle a été l'icône elle a porté le tennis français pendant longtemps, Caro, en ayant été membre du top 5. Il n'y en a pas eu non plus énormément depuis 15-20 ans. Donc, il y a eu la génération avec Amélie, bien sûr, mais je trouve que Caroline a représenté ce tennis moderne, puissant, et surtout cette capacité pour une joueuse tricolore à faire partie des meilleures joueuses du monde, avec un titre au Masters, avec une demi... Donc, elle a représenté ça. Et donc, on a forcément beaucoup attendu de Caro. Beaucoup. Et émotionnellement... Dans sa carrière, est-ce qu'il faut avoir des regrets ? On va en parler. En fait, un joueur a ses capacités, c'est l'ADN, c'est le travail. Mais en tout cas, je pense qu'elle aurait aimé avoir un plan B, elle aurait aimé mieux gérer ses émotions. Forcément. Sauf que quand elle était très bien, elle a éclaté tout le monde. Et moi, c'est ce que j'ai aimé, c'est que n'importe qui face à elle ne pouvait s'exprimer. Et ça, elle faisait partie des grandes. Elle me faisait penser à une Serena Williams dans ces cas-là où personne ne pouvait jouer face à elle. Elle était dans la zone. Exactement. Et ça a été prodigieux. On avait envie qu'elle le maintienne, ce niveau, mais peut-être que ce n'était pas possible par rapport à sa structure mentale, à sa manière d'appréhender le tennis. Donc, je trouve que les regrets, elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire. Si elle n'a pas pu le faire, je pense également à Benoît Paire, on dit c'est dommage, Benoît, Oui, mais à un moment donné, en fait, le joueur a ses capacités, les utilise au maximum. Est-ce qu'il peut ou pas regarder son palmarès? C'est une Fed Cup qui a été un moment très fort pour la France. Elle a été très impliquée. Elle a
elle a porté cette équipe de France. Et donc, c'est assez incroyable ce qu'elle a réussi à faire avec ces résultats en dents de scie. D'arriver 4e sans avoir une constance sur une saison entière, Bertrand, c'est assez prodigieux. Oui, alors moi quand je pense à l'arrêt de sa carrière, je pense au temps qui passe très vite parce que souvenez-vous de ce match contre Maria Sharapova à Roland-Garros. En 2016. Elle était jeune, hein. Elle menait 4-1. Elle menait 4-1 au deuxième. Elle a remporté le premier. Et il y a eu la Ola à ce moment-là. 6-3, 4-1, elle mène. La Ola qui a duré très longtemps. Elle menait 6-3, 4-1. 2011, pardon, je vous dis. Et que 2011, vous vous rendez compte, ça passe très vite. Je pense que c'était hier. Et cette Ola, malheureusement, l'a fait un peu gamberger. Et derrière, ça a tourné. C'était déjà encore une expression du tennis, du mental dans le tennis, du psychisme, etc. Mais on avait vu son potentiel ce jour-là. Surtout qu'après ce match, c'est après ce match qu'Andy Murray dit qu'elle a le potentiel d'être numéro 1 mondial. Et ça a mis de la pression. Ça lui a mis de la pression, c'est vrai. Mais j'ai l'impression que ce match était hier. Donc cette carrière, elle est passée quand même très rapidement. Elle est jeune aussi, quand même, pour arrêter. Aujourd'hui, on joue de plus en plus longtemps. Il y a aussi des projets de vie qui sont certainement différents. On sait qu'elle vient de se marier. Il y a peut-être un projet de maternité, j'en sais rien. Mais voilà, j'ai d'autres envies aussi dans sa vie. Après, si on se posait la question de savoir à quelle place elle est dans le tennis féminin français, c'est difficile. Forcément, derrière Amélie Mauresmo et Marie Pierce qui ont gagné en Grand Chelem, Amélie a été numéro 1 mondial. Voilà, c'est derrière. Mais c'est le cran du dessus. Après, c'est toujours difficile de comparer les époques, les joueuses, etc. Mais elle n'est pas très loin, parce que le Masters, c'est quand même un très grand titre. Et ce n'était pas en battant n'importe qui. Elle a joué à l'époque quand même de très grandes joueuses aussi. Et elle avait... Je rejoins Camille, elle avait ce potentiel vraiment pour être régulièrement dans le top 5 en fait. C'est ça qui est un peu dommage, qu'on peut regretter. On le regrette souvent malheureusement avec notre tricolore. On est peut-être un peu difficile et c'est parce qu'on sent qu'ils ont ce potentiel. C'était pareil pour certains garçons. Et elle l'a regretté elle-même. J'étais assez étonné d'entendre hier une chose. On va l'entendre. On l'écoute, Bertrand, tu le lances. On verra justement sur les regrets. On écoute Caroline Garcia. Je suis Anne Boyer pendant quelques instants et ça fait bizarre. Je rêvais de faire plus, forcément. Je rêvais de rajouter une petite ligne à mon palmarès. Après, j'aurais tout fait pour. Ça ne sera jamais arrivé. Le tennis m'a appris plein de choses sur moi-même. M'a donné plein d'émotions, des grandes et des moins bonnes, des dures. M'a permis de grandir énormément en tant que personne. Et j'ai joué ma carrière et mon coup à fond. Et ça m'a apporté plein de choses. Elle n'y est pas là, ça a été coupé l'interview, mais il y a deux choses différentes. Elle dit d'une part qu'elle aura tout fait pour y arriver, mais elle dit aussi un peu plus tard dans la même interview qu'elle aurait peut-être bien voulu avoir un plan B. Mais c'est qu'elle n'a pas réussi. Elle n'a pas réussi. Et voilà, ça, donc, est-ce qu'elle a tout fait pour avoir le plan B? C'est là que je ne suis pas complètement certain. C'était un peu dur de dire ça. Mais il y a des matchs où on devenait dingue nous-mêmes en regardant. On disait mais c'est pas possible. Un coup de droit penalty, ça part dans la bâche. On a l'impression parfois que elle pouvait tempérer un petit peu plus son jeu. Elle avait cette puissance, mais qu'il aurait fallu pouvoir mixer un petit peu plus, varier un petit peu plus et peut-être être un peu moins offensive, à l'image d'une autre joueuse dont on parlera tout à l'heure, Petra Kvitova. Mais malheureusement, elle n'a jamais réussi à faire ça. Et elle en a elle-même, je crois, souffert sur le terrain. On a vu des matchs où elle était en souffrance. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a pris parfois des pauses, parce qu'elle n'en pouvait plus, justement, elle-même. Amour-haine avec le tennis. On peut vraiment avoir une programmation dans la tête depuis petite. Si elle a travaillé pendant des années en mode pilote automatique, tu frappes à chaque fois, c'est très difficile de déprogrammer. Donc, c'est pour ça qu'elle avait conscience, mais elle n'a pas réussi à le faire, manifestement. Et c'est une joueuse extrêmement consciencieuse, extrêmement courageuse dans le travail. Donc, si elle n'a pas réussi, c'est qu'à un moment donné, elle n'était pas programmée pour ça. Et ce programme lui a permis d'être 4e, mais était trop fragile. Et clairement, en fait, elle avait effectivement, les jours n'étaient pas bien. Il n'y avait pas de solution du tout. Elle n'était pas capable de ralentir, pas capable. Et elle perdait son niveau de jeu. Donc, ça a dû être beaucoup de souffrance pour elle de ne pas être capable de le faire. Alors, justement, souffrance, c'est un peu la thématique du jour. On en parlera avec Medvedev tout à l'heure. Mais je trouve qu'elle fait partie de joueuses qui ont exprimé cette souffrance. Un peu comme Naomi Osaka avait exprimé sa souffrance aussi en conférence de presse à Roland-Garros. Et là-dessus, elle fait du bien. Elle a exprimé par les réseaux sociaux. Elle a souvent
pas exprimé ses états d'âme. Et elle n'a pas hésité aussi parfois à sortir du circuit quand elle n'arrivait plus à gérer, quoi. Ce que je trouve intéressant, ce que ne font pas peut-être beaucoup de joueurs et joueuses qui sont au bout, qui sont en burn-out. Il y en a certains qui l'ont dit, comme Ruusu Vuori, par exemple, le finlandais, mais il y a des joueurs qui jouent toutes les semaines. Dominor aussi récemment disait qu'il n'en pouvait plus. Elle l'a vraiment exprimé et elle a fait aussi la démarche de quitter le circuit pendant quelques moments. C'est difficile mentalement. Et elle a aussi, à mon avis, laissé beaucoup de plumes lors de sa décision d'arrêter de travailler avec son papa. Je crois qu'on n'en parle pas assez. Oui, elle a évoqué que ça avait été difficile. Vous vous rendez compte au niveau émotionnel ce que c'est? C'est-à-dire que vous avez votre travail, votre compétence, et à côté, vous avez quelqu'un qui vous a engendré, qui est votre famille, et de qui vous devez vous séparer parce que vous avez besoin de vous épanouir et de grandir. Regardez Tsitsipas comme il galère. Il ne peut pas. Il n'y arrive pas, il revient toujours. Quand on dit oui, j'ai voulu, mais vous vous rendez compte l'énergie qu'elle a laissée dans cette décision qui était probablement nécessaire, mais c'est plus complexe que ce qu'on peut voir, en fait, je pense, dans l'émotionnel de Caroline. Et c'est tout à fait normal que ces moments-là lui apportaient beaucoup, beaucoup de fragilité. Et c'est vrai qu'à partir du moment où elle a arrêté avec son papa, c'est des étapes différentes. Et il y a eu aussi sûrement des moments de souffrance où elle devait cogiter. Vous êtes bien dans Retour Gagnant, une émission scientifique qui parle de la psychologie. D'habitude, n'hésitez pas à nous appeler. Plus quiz, plus... on peut aussi aborder des thèmes plus profonds. Il y a eu cette demi-finale à l'US Open 2022. On l'a vu sur le palmarès de Caroline Garcia. Est-ce que c'est sa plus grande chance? C'est peut-être là le regret, demi-finale perdue face à Ons Jabeur. Elle-même a évoqué ce match en disant qu'elle était passée à côté et que c'était peut-être sa chance cette année-là, parce qu'elle jouait hyper bien. C'était sa chance d'aller en finale. Après, je ne sais pas si elle aurait gagné contre Swiatek, qui avait déjà l'expérience de la victoire en Grand Chelem. Ça s'était vu en finale d'ailleurs contre Jabeur. Après, chacun a ses failles. Pour Caroline, ça a été en demi. Jabeur, elle, ses failles, ça a été en finale. C'est presque plus dur. Elle a complètement craqué en finale. Donc, je vais te dire, chacun a son stade, mais il ne faut pas avoir trop de regrets là-dessus parce que d'abord, elle était quand même passée assez loin. Donc, elle n'a pas eu balle de match dans cette demi-finale. Elle a perdu en 2-7. Elle a perdu largement. Et puis, il y avait quand même une cliente en finale qu'il aurait fallu battre. Le Grand Chelem n'était pas, au bout de la main. Oui. Il n'y avait pas n'importe qui, effectivement, en face. Mais en tout cas, on retiendra quand même ce beau palmarès, ce top 5. La place 3 WTA 1000, c'est des gros tournois quand même. Oui, l'enchaînement Wuhan-Pékin en 2017, Cincinnati en 2022, c'est des très beaux titres. Et puis, elle laisse une empreinte aussi. Il y a ce podcast où elle donne la parole aux autres joueuses, aux autres joueurs. Le fait qu'elle ait libéré la parole aussi un petit peu sur les difficultés que peuvent rencontrer les joueurs de tennis professionnels mentalement. Et surtout, comme elle transfère cette souffrance-là, on la voit rayonnante quand même. Et de réussir sa vie après le tennis, c'est quand même... Depuis qu'elle a annoncé qu'elle arrêtait, on sent le soulagement parce qu'il y a eu beaucoup de souffrance avec ce sport. Et puis comme elle le disait hier, bon certes, c'est le dernier match, mais c'est pas là où elle a senti le plus d'émotion, comme elle l'a bien exprimé, et c'est logique, c'est à Roland-Garros qu'elle a senti le plus d'émotion. C'est presque comme si elle avait arrêté à Roland-Garros. Je comprends pas pourquoi elle a pas arrêté à Roland, d'ailleurs. On lui a pas posé la question, mais ça aurait été intéressant. Arrêté à Wimbledon. C'est étonnant. Mais alors, bien sûr, elle a remporté ce tournoi, mais c'est pas son pays non plus d'adoption. Oui. Là, on est chez soi devant son public. De toute façon, elle savait qu'elle voulait arrêter, qu'elle voulait pas faire toute l'année. Donc c'est vrai que c'est surprenant, mais en tout cas, dans son cœur, effectivement. Surtout après l'été, le mariage. C'est ça. Je pense qu'elle aurait pu juste terminer et profiter. Et partir en lune de miel. En randonnée, elle randonne beaucoup. C'est vrai. Son chéri qui est bien sportif. Quand vous êtes en mois de décembre, que vous ouvrez vos réseaux sociaux et qu'ils sont tous au même endroit, dans les mêmes hôtels, à Saint-Martin, aux Maldives, ils se croisent. Tiens, on se voit toute l'année. Si on partait en vacances au même endroit, elle, Caroline Garcia, était partie dans l'Antarctique avec son fiancé, complètement différent, découvrir des trucs complètement différents. Et c'est génial, elle est partie se ressourcer vraiment. Je pense qu'elle va vraiment profiter de cette nouvelle partie de vie. On lui souhaite vraiment de profiter de ce jeune garçon qui a l'air de lui proposer plein de nouvelles choses en dehors du tennis. Il y a une autre vie après. Vous vous rendez compte, Anne, si vous partiez en vacances et que vous me croisiez dans vos vacances, vous avez défaite. Ce serait étrange de se retrouver en maillot de bain comme ça sur la plage. On peut, franchement. Non, mais on fait tous un point de la rédaction pour ne pas se rencontrer. Enfin, VHC dans ces cas-là. Caroline Garcia, donc, qui raccroche les raquettes, mais qui ne restera pas loin du tennis, à mon avis, parce que ça reste quand même sa passion. Et peut-être en étant beaucoup plus apaisée avec cette décision, elle a encore des choses à donner, à partager. Au tennis français aussi, elle leur a donné, je pense. Je ne sais pas si ce sera son souhait, mais il y aura certainement des places pour elle à l'avenir. C'est sûr.
Un petit mot quand même sur Petra Kvitova, tu l'as évoqué Bertrand, puisqu'il n'y a pas que Caroline Garcia qui a terminé. Et oui, je sais que pour toi, ça compte beaucoup. La championne tchèque de 35 ans, battue par Diane Parry, notre Française. C'est 2 titres en Grand Chelem, Petra Kvitova, 2 Wimbledon, une finale à l'Open d'Australie, un Masters, une médaille de bronze aux Jeux Olympiques à Rio. Donc c'est aussi une très très belle carrière. Et puis ce coup d'arrêt quand même fin 2016 avec cette agression à la maison, une opération de la main puisqu'il y a eu une agression au couteau de la part du cambrioleur. Et la reconstruction, elle est bien revenue après cette agression. Et comment elle a fait finale à l'Open d'Australie 2019 quand même. C'est costaud. Elle étant pas loin de gagner. Elle est revenue dans le top 5. Et puis, il y a eu la maternité l'an passé. Elle a eu un enfant en juillet dernier. Et depuis, il y a eu le premier coach, David Cotiza, avec lequel elle a fait 7 ans, avec lequel elle a gagné beaucoup, notamment ses 2 grands chelems. Et puis, il y a eu le deuxième coach, c'est Jiří Vanek. Et là, ça n'a pas été que l'entraînement, et c'était aussi l'amour. Alors, peut-être qu'il y a eu moins de résultats. Elle était aussi sur une pente descendante. Elle avait un physique, Petra Kvitova, qui faisait qu'elle ne pouvait pas avoir une longévité comme un Djokovic ou d'autres joueuses qui ont joué tard. Parce que voilà, c'est un physique quand même, elle est assez lourde, assez costaud, et donc assez massive. Du mal à bouger, ce n'est pas son point fort, le déplacement. Donc on savait qu'elle ne durerait pas tellement au-delà de 30 ans. Mais comme je l'ai dit, elle a rencontré l'amour aussi avec son coach. Une belle histoire. Ils se sont mariés. Ils ont eu un enfant. Elle a vécu le plus beau, je pense. Là, le retour, c'était finalement pour dire au revoir quelque part et pas pour les résultats. On sentait qu'elle n'avait pas les armes là. Mais alors moi, personnellement, cette joueuse, je l'ai découverte. C'était à Coubertin, l'Open Gaz de France. Vous vous souvenez de ce tournoi? Donc on diffusait à l'époque sur Eurosport, donc on commentait. On était sur place et je ne connaissais absolument pas Petra Kvitova qui avait 17 ans et qui jouait, je crois, contre Dementieva. Et dès l'échauffement, je me dis, mais il y a un truc avec cette joueuse. Elle avait une qualité de frappe de balle, une lourdeur de balle. Je dis, mais je ne connais pas cette joueuse, mais elle va faire mal, c'est sûr. Elle a 17 ans, elle était encore, voilà, physiquement, c'était pas encore au point, etc. Mais je me suis dit, dans cette frappe de balle, il y a un truc, il y a vraiment quelque chose. Et je ne savais pas jusqu'où elle pourrait aller. Mais finalement, elle allait jusqu'à la place de numéro 2 mondiale. Elle a gagné Wimbledon sur gazon à une époque, elle était très, très difficile à jouer. Elle bat quand même Sharapova en finale de Grand Chelem. Dans le plus grand tournoi du monde, je crois que c'est quand même la marque d'une grande 31 titres. C'est beaucoup, 31 titres. Énorme, hein. ouais. Et beaucoup de mille. Je me souviens quand elle a gagné Miami, je crois que c'était son dernier d'ailleurs. Elle avait un niveau de jeu mais colossal. Elle avait battu toutes les meilleures. Elle servait très bien. Elle servait très bien. Elle avait une frappe de balle comme on a rarement vu, franchement, dans le tennis féminin. Droit comme revers, ça partait. Capable de mettre les joueuses à 4 mètres à chaque fois. Et puis, bien sûr, elle avait malheureusement le revers de la médaille qui était ce déplacement un peu plus difficile, le côté défensif. Et oui. Et fallait-il supporter ses premiers assauts? C'était vraiment lourd dans la raquette. Avec l'évolution du tennis, et un jeu défensif de plus en plus structuré, forcément, et puis l'âge qui passe. Oui, elle a 35 ans, ça, pour le coup. Maman, 35 ans, super c'est bon. Mais on retiendra le très beau parcours de Petra Kvitova. Il te reste Mourova. Oui. C'est sa successeur. Alors, elle est tchèque aussi, c'est pas du tout le même jeu. Non, on va pas partir sur l'analyse parce qu'on me dit dans l'oreillette qu'il y a des gens qui attendent le plateau, une certaine Justine Hénin, je ne sais pas si vous connaissez. Il y a une analyse à livrer. Donc on va libérer la place. Après, d'abord, revenir sur ce match de Medvedev-Bonzi parce qu'on a plein de choses à dire et on aura une invitée de marque pour en parler, justement, du pétage de plomb de Daniil Medvedev. On va vous recontextualiser ce qui s'est passé sur ce match face à Benjamin Bonzi, le Français, qui mène de 7-0 et qui sert pour le match dans le 3e set. Il joue une première balle qu'il rate, il s'apprête à jouer sa deuxième balle de service et là il y a un photographe qui fait irruption sur le court, donc qui gêne le jeu et l'arbitre remet 2 balles. C'est la règle. S'il y a une gêne sur le terrain, de remettre 2 balles, puisqu'on estime que le temps entre les deux a été trop. Et ça a fait dégoupiller Daniil Medvedev, qui n'est pas d'accord, qui estime que remettre 2 balles, c'est avantager son adversaire, surtout au moment où il sert. Et donc, il va aller chercher il invective l'arbitre, quand même assez violemment, et il va chercher le public. Et la caméra aussi. Oui, il parle, là, pour le coup, il parle vraiment aux gens devant leur télévision. Il sait que ça va faire parler. Là, on sent qu'il est un peu loin de sa concentration de son tennis. Finalement, il va remporter le set, mais perdre le match quand même au final. Et donc, ça a soulevé évidemment beaucoup de questions parce que ce n'est pas la première fois que Daniil Medvedev
pète un plomb sur le terrain et qu'il n'est pas sanctionné. Il y a aussi ça comme fait. Est-ce que pour vous, il a dépassé les bornes déjà sur ce match? Est-ce qu'il aurait dû être sanctionné? Oui, comme sur les autres. Là, je pense que tout le monde est unanime. Après, non, on ne peut pas faire n'importe quoi sur le terrain. Si vous envoyez une balle dans les gradins, c'est automatique. Mais c'est ça. Donc, si vous cassez juste une raquette, c'est automatique. Donc, en fait, il y a 2 poids, 2 mesures. C'est très surprenant quand il y a un fait de jeu qui dépasse le cadre classique des règles. Et il ne se passe rien. Donc, Daniil, déjà au Rolex Paris Master face à Dimitrov, avait dépassé les bornes. Là, également. De toute façon, quand on est un joueur et qu'on est en difficulté, qui a un fait de jeu, c'est assez normal ou d'un moment de le prendre pour essayer de retrouver de l'agressivité ou de retrouver. Donc ça, c'est quelque chose d'assez naturel. Ce qui, pour moi, fait qu'il a dépassé les bornes, c'est que ça a duré longtemps, que ça a clairement dérangé son adversaire. Parce que moi, on reviendrait à l'époque de Marat Safin qui, quand il a de la chance, baisse son froc ou pète sa raquette. Mais c'était effectivement, il s'exprime. Les joueurs doivent s'exprimer. En revanche, dès que ça gêne, et c'était le cas à Bercy, face à il avait refusé de reprendre le jeu. Il devait se mettre en grève et ça, là, c'est dérangeant. Parce que le joueur en face, il subit ça. Donc là, ça a été beaucoup trop long sur une balle de match. C'est pas anodin, Bertrand, quand même. Il le sait que c'est long. S'il se mettait à la place de Benjamin, il aurait pété un plomb. À l'inverse, Medvedev face à un adversaire qui lui aurait fait ça. Je pense qu'il s'en rend pas compte dans ces cas-là et qui part dans son délire. On sent quand même beaucoup de souffrance aussi dans ces moments-là, lorsqu'il s'exprime de manière aussi violente par rapport à l'arbitre. Et donc, non, pour moi, il doit être sanctionné parce que je pense qu'à un moment, ça va le calmer et ça va peut-être l'aider à revenir. En fait, ça serait presque une aide pour lui parce que tant qu'il sait qu'il n'est jamais sanctionné, il va avoir des débordements et après, je pense qu'il s'en veut. C'est un gars qui est brillant, c'est un gars qu'on adore en dehors du terrain et dans ces moments-là, c'est pas possible en fait ce qu'il produit. Il y a du laxisme avec Daniil Medvedev. Il devrait être plus oui, je pense que oui, mais il y a un flou surtout. Il y a un flou dans l'arbitrage qui est un peu embêtant dans le tennis masculin. On a eu un Rublev qui à Doha avait été disqualifié pour être allé parler de façon véhémente à un juge de ligne et en russe. Et il y a un autre juge de ligne qui apparemment avait compris que c'était des insultes, qui allait répéter à l'arbitre de chaise, qui a appelé le superviseur. Et dans ces cas-là, c'est le superviseur qui prend la décision. Donc l'arbitre, il a juste à se ranger derrière cette décision et annoncer la disqualification. Ce qui n'est jamais facile. Je constate que les arbitres le font jamais quasiment eux-mêmes. Il y a besoin d'un superviseur qui là aurait pu être appelé. Je constate aussi qu'il y a 2 joueurs qui passent un peu entre les mailles. Medvedev, je rappelle Wimbledon, demi-finale l'année dernière, il a insulté l'arbitre qui était, je crois, Eva Asderaki, arbitre féminine, qui était très choquée, qui a fait venir le superviseur. Et là, on était encore en fin de premier set. C'est une demi-finale au Wimbledon. Il y a des tickets qui ont été vendus. Et les superviseurs ont dit simple avertissement. Et elle a fait la tête pendant tout le match. Je sentais qu'elle était très déstabilisée d'avoir été, en plus, n'a pas avoir été suivie par les superviseurs. Elle a été déboutée un petit peu. Il y a eu ça. Il y a eu en Australie, je me souviens, un pétage de plomb complet sur l'arbitre qui méritait. Non, Medvedev. De Medvedev aussi. Et qui méritait vraiment, je pense, la disqualification. Tiafoe, l'année dernière, 5 fois le mot en F à un arbitre sur une balle de match, rien du tout, à part une amende. Et récemment, là, à Toronto, Tiafoe toujours, il fait semblant, il tend la main à l'arbitre, et quand l'arbitre va lui serrer la main, il enlève la main pour faire non, tu ne veux pas te serrer la main. Tout ça, c'est des choses qui méritent, à mon avis, un peu plus qu'une simple amende, parce qu'il faut donner des exemples. Et ces joueurs-là semblent un petit peu protégés. Après, tu as évoqué, Camille, le fait que Daniil soit dans le dur en ce moment. C'est vrai. Je pense que dans sa tête, il est un peu perdu parce que ça va pas bien du tout sur le plan sportif. Il vient de perdre 3 fois de suite au premier tour d'un grand chelem. Pour lui, ça n'arrive quasiment jamais. Une seule victoire cette saison en grand chelem. L'année dernière, quand ça arrive à Wimbledon, c'est en demi-finale contre Alcaraz. Et il joue super bien. Il a battu Sinner en quart. Et donc, il est en demi. Il est bien, normalement, mentalement, à ce moment-là. Il n'a jamais aussi bien joué sur herbe qu'à ce moment-là. Et pourtant, il a quand même ce pétage de plomb. Donc, ça va au-delà, je pense, du simple niveau tennistique du moment. Complètement, mais celui-là, on sent beaucoup plus la souffrance que sur les... Ouais. On sent que là, ça le déborde. Bah, on va en parler avec quelqu'un qui est bien placé pour... On ne peut pas parler avec quelqu'un de mieux que la personne. Ah oui, alors là, on a beaucoup de chance. On a beaucoup de chance puisque celle qui a été la coach mentale de Daniil Medvedev de 2018 à 2021, Francisca Dosé, a accepté de venir dans Retour Gagnant pour un peu nous parler de Daniil,
puisqu'elle a longtemps travaillé avec lui. Bonjour Francisca, merci d'être avec nous dans Retour Gagnant. On sent, et vous avez entendu les propos de Camille et de Bertrand, qu'il a un peu perdu le fil, Daniil, qu'il a peut-être des comportements qu'il n'avait pas autant avant. Est-ce que vous avez senti ça aussi chez lui, cette accumulation peut-être de ces pétages de plomb? Est-ce que vous trouvez qu'il a dépassé les bornes aussi sur ce match face à Benjamin Bonzi? Bonjour à tous. Donc, la personne la mieux placée pour en parler, c'est Daniil, en vérité. Mais bon, oui, c'est vrai, on essaiera de la voir. Voilà, mais je peux émettre un point de vue, en tout cas. Si je regarde le temps où Daniil travaillait de 2018 à 2021, comme on a travaillé, il a beaucoup travaillé, ça c'est quand même à lui rendre hommage, conscient de ses besoins. Beaucoup travaillé les différentes dimensions du mental, parce qu'il y a différentes dimensions dans le mental, vous l'avez évoqué d'ailleurs, hein, il y a les process de perf, mais il y a aussi le fond psychologique, c'est-à-dire la manière de fonctionner psychiquement, et puis l'énergétique, ça fait pas mal de dimensions. Et c'est vrai que ça n'arrivait pas de cette manière-là, bien que structurellement quand même, c'est aussi son caractère et sa manière de faire, et on ne défait pas quelque chose en très peu de temps, surtout pour un sportif de haut niveau qui ne va pas travailler d'une manière thérapeutique comme vous et moi, avec le temps, puisque le temps de la compétition ne laisse pas ce temps-là et ne permet pas ça, et c'est un travail spécifique sur le plan psychique avec les sportifs de haut niveau. Donc, après, moi, je n'ai pas travaillé avec lui de fin 2021, enfin disons 2022 à juin dernier. Donc, je ne sais pas. Je suppose je sais un petit peu qu'il a travaillé certaines choses, mais peut-être pas sur le fond. Et quand il n'y a pas de continuité, et quand on est un sportif, enfin un caractère comme le sien, c'est-à-dire très brillant, vous l'avez dit, hein, mais aussi avec une structure qui est complexe, très complexe, c'est sûr qu'au bout d'un moment, ça revient d'une manière assez conséquente et ça prend de plus en plus de proportions. Pour autant, quand il a refait appel à moi, c'est aussi pour travailler toutes ces dimensions à nouveau, mais je dirais que ça prend du temps. Et quand on se met au travail, peut-être vous en avez l'expérience, quand on se remet au travail, ça prend le temps et parfois ça fait aller dans des endroits dans lesquels on n'était pas allé et qui se mettent en résistance. Mais je trouve que sur ce match, puisqu'il s'agit de ce match, c'est vrai qu'il y a des choses qui ne sont pas acceptables dans le comportement, mais comme vous l'avez dit, à un moment donné, il rentre dans une spirale interne et c'est très difficile puisque la manière dont on voit les choses quand on est dans une colère profonde, contre soi-même avant toute chose, hein, il faut bien le dire, c'est probablement contre lui-même, c'est très difficile d'en sortir et d'avoir un calibrage juste par rapport à ce qui serait normal. Ça, c'est la première chose. Donc là, pour tout le monde, ça paraît fou et exagéré et inapproprié, bien sûr, mais ça se travaille et ça s'améliore. La deuxième chose, c'est sur le fait d'utiliser ce fait-là, ce fait de match. On ne peut pas lui en vouloir. Il l'utilise très, très bien. Et tant que le tournoi ne le sanctionne pas, que dire? C'est-à-dire que oui, c'est sanctionnable, mais ça ne se fait pas. Alors ça, c'est d'autres raisons sur lesquelles moi, je ne veux pas rentrer, parce que ça, ce sont des choses sur lesquelles je n'ai pas de capacité à parler sur pourquoi un tournoi facilite tel joueur, pourquoi un tournoi ne facilite pas tel autre et pourquoi il applique de manière pas toujours justifier telle ou telle règle. Mais en tout cas, on ne peut pas en vouloir à un athlète qui veut gagner d'utiliser ce fait. On ne peut pas lui en vouloir. Et est-ce qu'il l'utilise d'abord en inconscience, d'une manière inconsciente, dans la colère, ou tout à coup, est-ce que c'est stratégique? Il n'y a que lui qui peut le dire, parce que je n'ai pas encore ce retour-là, mais en tout cas, on peut imaginer que c'est tout ça à la fois et qu'il s'en sort bien, puisque derrière, effectivement, c'est dur pour Benjamin qui joue très bien. C'est sûr que c'est difficile, mais en même temps, ce sont tous les faits de match, puisque un match de tennis, c'est beaucoup de temps dits inactifs, mais qui sont actifs mentalement, c'est-à-dire où on ne joue pas et où tout ça crée une pression et un échange d'énergie entre les adversaires. Et Daniil l'utilise. Il a refait appel à vous donc au début de l'été, juste avant le tournoi de Halle. C'est quand même qu'il sentait qu'il y avait besoin de revenir à des choses qui avaient fonctionné par le passé, qu'il sentait qu'il y avait des choses à changer, qu'il voyait bien que dans son comportement et dans ses résultats, puisque évidemment c'est lié, ça n'allait plus, parce que là il est quand même rentré dans un cercle vicieux où ça ne va pas et où il est décrié et où on parle plus de son comportement que de ses résultats. Il y a quand même une volonté chez lui.
Oui, parce qu'il a un tournant, un moment, oui, il y a une volonté. Ça, on ne peut pas, évidemment. Et et Dany n'a jamais la volonté, en tout cas, de mal agir ou de mal faire ou d'avoir une intention désagréable vis-à-vis de qui que ce soit, et sûrement pas C'était ça que j'allais vous contre poser Bonzi, comme comme on l'a question. entendu. Francisca, Oui. à froid, est-ce que à chaud, il a souvent un peu de mauvaise foi parce qu'il est à chaud? On connaît sa capacité, voilà, il est vraiment brillant, c'est un gars assez bluffant en dehors du terrain. Est-ce qu'à froid, il a conscience que c'est vraiment pas cool pour ses adversaires, c'est ses copains de jeu, entre guillemets, ils se connaissent tous par cœur. Est-ce qu'il se rend compte que si un joueur lui faisait ça, lui, il pèterait les plombs, mais bien plus fort que ça? Je ne peux pas répondre à sa place, mais bon, oui, c'est quelqu'un qui a conscience de ça en général. Il a conscience de, comment dire, mais surtout, je pense qu'il n'a aucune intention contre son adversaire. Jamais, c'est-à-dire qu'il a, non, ça c'est absolument sûr. En fait, c'est pas lui qui l'invective, c'est l'arbitre. L'arbitre paye pour la colère qu'il a en lui, en fait. Et là, il n'y a plus de limite puisqu'il s'agit de lui. Vous voyez, c'est par extension, en fait. C'est pas personnel. Oui, mais c'est vrai que vis-à-vis par extension, ça rejaillit sur l'adversaire et il y a quand même beaucoup de joueurs qui ne se comporteraient pas comme ça. C'est Benjamin Bonzi lui-même qui l'a dit, j'imagine pas un Sinner ou un Alcaraz avoir ce comportement et essayer de déstabiliser l'adversaire, même sans en avoir consciemment l'intention. Donc là-dessus aussi... C'est vrai que... Ce sont des caractères différents, ce sont des cultures différentes aussi. Hein. Par rapport à ce que vous disiez, c'est intéressant par rapport au côté volontaire ou non, parce que là, effectivement, on est sur une balle de match. Je ne pense pas que dans sa tête, ils se disent, alors qu'il reste peut-être qu'un point, je vais faire une stratégie pour que ça déstabilise. Alors que il y a des adversaires, je pense à Zverev particulièrement, sur lequel il a bien la main quand même sur le plan psychologique, contre lequel il y a des moments où il arrive à lui faire péter un peu les plombs. C'est-à-dire que je me souviens de la demi-finale de l'Open d'Australie 2024, l'année dernière, où il était quand même en difficulté. Ça a été un match en 5-7 et où Zverev a mené 2-7-0 et où il a, à un moment donné, refait des choses que Zverev n'aime pas. Et Zverev a même dit à l'arbitre, regarde, il refait son cinéma habituel pour me déstabiliser. Et en le disant, on savait qu'il était déjà déstabilisé. Et effectivement, le match a tourné et Daniil a gagné en 5-7. Je pense que là, par contre, je ne dis pas que c'est contre l'adversaire, hein, mais c'est quand même, comme si pour lui, ça faisait partie des règles de pouvoir déstabiliser l'adversaire, pas que par le jeu de tennis, mais aussi peut-être par des comportements qui font que l'autre va s'énerver, va s'agacer et va peut-être se déconcentrer. Il y a beaucoup de joueurs qui font ça. Mine de rien. Je citerai pas, mais j'ai quand même vu, moi, des matchs en direct où il y a un petit mot qui est glissé au passage entre les deux joueurs. Ouais, tu joues bien aujourd'hui. Et derrière, l'autre ne peut plus aligner une balle parce qu'il est face à un très grand joueur en face de lui et c'est très impressionnant d'entendre ça. Et forcément, l'autre ne l'a pas dit d'une façon anodine. Bon, des faits comme ça, il y en a beaucoup. En revanche, je parlerai de Zverev, moi. Je veux dire, le pouvoir, c'est sur soi-même. Je veux dire, je pense que Zverev, très souvent aussi, on peut le voir dans beaucoup de matchs, et surtout en finale, où il se sabote tout seul. Oui, il a quand même aussi des représentations où il se met en victime. Et c'est pas donc oui, avec Daniil, il y a un fait, c'est vrai. Daniil lui fait cet effet-là, mais c'est quand même la part de Zverev de le travailler. Après, il y a le fait d'embêter le joueur, entre guillemets, en allant le titiller. Et ça, c'est un duel, Francisca, vous devez le confirmer. C'est que c'est comme un jeu d'échecs, comme au poker où on se regarde et il y a du bluff. Moi, en fait, ce qui m'embête, c'est lorsque Daniil, il reprend pas le jeu. Et ça, c'est autre chose. C'est que quand il se met en grève, quand là, il laisse 6-7 minutes sur une balle de match, c'est là où ça embête le joueur. Et là, le joueur peut pas vraiment travailler là-dessus. En revanche, qu'un joueur mentalement travaille sur un autre joueur qui arrête pas, entre guillemets, d'aller le titiller, ça se travaille aussi. C'est une force à avoir de pas réagir à un adversaire qui vient vous titiller. Mais par contre, le fait de pas jouer et d'empêcher le joueur adverse de s'exprimer, ça, c'est plus embêtant. Oui, je comprends complètement ce point de vue et je pourrais dire aussi que dans la compétition, tant que la règle n'est pas enfreinte d'une manière claire et nette, et encore une fois, ça c'est de la responsabilité, je trouve, de l'autorité qui décide à ce moment-là, il a utilisé tout ce qui était en son pouvoir dans
dans ce moment-là où, d'une manière, on va dire, non consciente au début, puis consciente probablement après, ça lui permet de se remettre en selle. Il y a quelque chose comme ça qui s'exprime, et finalement, ça fait partie, si vous regardez des duels d'épée, par exemple, d'épéistes, vous allez voir que dans l'attitude, dans le comportement, dans la manière de s'engager ou pas dans le combat, il y a ces faits qui parlent en énergie, et qu'on pourrait dire, non mais c'est pas possible. Dans la boxe, c'est pareil. Donc, en fait, oui, dans le tennis, on n'a pas tellement l'habitude de ça. C'est pas quelque chose qu'on reconnaît parce qu'on voudrait un sport propre. Mais en vérité, dans la compétition, la réalité interne psychique, c'est pas si propre que ça. Donc, on peut le regretter, mais c'est quand même, ça existe beaucoup plus qu'on ne le pense, mais ça ne se voit pas forcément par le Ce qui est public. très intéressant, c'est que vous parlez de psychique et aussi le psychique des arbitres, parce que ce sont des êtres humains aussi, les arbitres de chaise. Oui. Et en fonction des arbitres, les comportements des joueurs sont très différents. Je pense que si on n'avait pas eu M. Allensworth sur la chaise, qui a été tout de suite déstabilisé par les propos de Medvedev, en plus, qui dit Opelka, déjà, tu as dit que tu étais mauvais la dernière fois. Donc déjà, tout de suite... Il a décrédibilisé. Ouais, il a décrédibilisé tout de suite. C'est assez violent. Monsieur Murphy, pareil, avec Tiafoe, il s'est laissé marcher dessus, et à la fin, il est un peu humilié par le joueur. Mais il y a des arbitres, je pense à M. Liechtenstein, je ne vais pas citer comme ça, mais l'arbitre français, Aurélie Tourte, qui est française aussi, ou M. Léani, je pense qu'ils ont une autorité naturelle et peut-être un ton qui va faire qu'à un moment donné, ils vont empêcher le joueur de dégoupiller, ou ils vont être plus autoritaires sur la décision à prendre et dire maintenant ça suffit, c'est comme ça, c'est la règle, j'ai expliqué la règle, etc. Si l'arbitre ne dit rien et laisse faire, il est aussi fautif, mais là encore, je pense que ça dépend du psychique de l'arbitre. Il y en a qui se sentent bien, qui sont plus ou moins bien, et d'autres qui, face à ce genre de situation, se sentent certainement un peu dépassés. Donc, Francisca, vous pouvez peut-être aussi travailler avec les arbitres. Vous avez du travail, Francisca. En tout cas, ce qui est très intéressant dans ce que vous venez de dire, c'est que vous voyez bien qu'un match, c'est une complexité, une systémie qui se passe avec une énergie globale. Et vous l'avez très bien dit, l'arbitre en fait partie. Et donc, oui, chacun prend aussi les angles morts. C'est on veut dire quelque chose comme ça. Alors, oui, c'est plus ou moins acceptable et c'est plus ou moins correctement fait. Je suis d'accord avec vous. Et juste pour finir, après on vous libère, Francisca, vous avez évoqué les effets à long terme. Est-ce que pour vous, il y a quand même des choses positives à retirer de ce match pour Daniil Medvedev, des choses sur lesquelles travailler pour faire mieux la prochaine fois qu'il se retrouvera confronté à ce genre de situation, dos au mur Est-ce que pour vous, il y a quand même du positif à retirer? Alors, en ce qui me concerne, oui, complètement, surtout par rapport à d'autres matchs où la situation de travail, comme le travail, c'est une continuité, en fait, on construit quelque chose. On construit, on pourrait dire, une maison de la performance, c'est un peu quelque chose comme ça, on pourrait l'appeler comme ça. En tout cas, moi, quand je travaille, c'est ce que je fais. Et il y a beaucoup de paramètres, et dans ce qui s'est passé, y compris pendant les 3 premiers sets, où il ne découpille pas, où il est quand même assez stable, même si c'est difficile pour lui à ce moment-là, pour plein de raisons. Il arrive quand même à faire 2 sets derrière où il tient. Ce qu'il ne fait pas, c'est qu'il ne conclut pas son 5e set. Il y a quelque chose qui lui manque. Je ne vais pas en parler parce que ça, c'est son travail. En revanche, je trouve que s'il était passé ce jour-là, s'il avait réussi de gagner ce match, bon, difficile pour Benjamin, qui mérite parfaitement son match, évidemment, moi j'ai du respect pour Benjamin Bonzi, il n'y a pas de souci là-dessus, au contraire, il a fait ce qu'il avait à faire, mais en revanche, si Daniil était passé, qui sait ce qui se serait passé derrière en déroulé? Enfin, moi je pense que c'était un bon signal d'un côté, et puis difficile de l'autre, mais dans son travail, en tout cas, ça avait beaucoup de sens, il y a beaucoup de choses qui sont de bons signaux, voilà. J'ai une toute petite dernière question, Francisca. Je suis désolé. Est-ce que vous pensez qu'en reprenant ce travail avec lui, que si de nouveau vous parvenez à faire évoluer les choses dans le positif, ça peut avoir assez rapidement une évolution sur les résultats? Ou c'est juste le comportement qui va s'améliorer? Est-ce que vous pensez que les résultats peuvent à nouveau s'améliorer parce que justement le côté mental pour l'instant est perturbé? Alors, ce serait, je ne veux pas être présomptueuse, mais c'est sûr qu'en tout cas, personnellement, et ça n'engage que moi encore une fois, je crois que si Daniil se retrouve à l'équilibre et que les process de perf qu'il est en train de travailler, on parle sur le plan mental, sont capables d'être posés à ce moment-là et d'être suivis, oui, je pense qu'il peut revenir à un très haut niveau.
Mais c'est mon point de vue. C'est ce qu'on lui souhaite, c'est ce qu'on vous souhaite en tout cas, qu'on retrouve le Daniil Medvedev de 2021. De le revoir sur le terrain, intelligent dans ses discours d'après-match, hyper performant. Et voilà, lui qui retrouve le plaisir aussi, parce que c'est vrai qu'on ne le sent pas tout à fait comme il a pu l'être, notamment en 2021 avec ce titre à l'US Open. Merci. Vous pourrez lui dire qu'on adore ces discours d'après-match, après-finale, que c'est le seul qui sortent un peu des sentiers battus et qui disent des choses un peu plus originales. Toujours très agréable pour les journalistes, ça, c'est vrai. Merci Francisca d'avoir été avec nous, nous avoir accordé du temps et puis bon travail avec Daniil, parce qu'il va y avoir du débrief à mon avis à ce retour de l'US Open. À bientôt. On pourrait en parler pendant des heures de la psychologie des joueurs. On en reparlera sans doute dans Retour Gagnant. L'US Open nous appelle, la suite de l'US Open avec Camille, avec Bertrand, avec toute l'équipe. Eurosport Tennis Club aussi, tous les soirs. Vous avez une préparatrice mentale, d'Olivier Canton, bien sûr. Vous avez vu comme elle est calme, elle est belle. C'est beaucoup de travail, comme Daniil. Il faut se donner les moyens de réussir. Rendez-vous mardi prochain dans Retour Gagnant, mais évidemment, rendez-vous toute la journée, toute la nuit sur Eurosport pour le tennis et l'US Open. Merci Camille, merci Bertrand. Merci Anne. Et à mardi prochain pour un nouveau Retour Gagnant.